Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le Grand Switch, la série d'interviews où je reçois des personnes inspirantes qui ont fait le choix à un moment donné de changer de vie, de se remettre en question pour vivre de manière en tout cas plus alignée avec qui elles sont vraiment. Alors ce qui nous intéresse, c'est vraiment de comprendre quel a été en fait le déclencheur, le déclic à l'origine de ces changements et surtout en fait quelles actions nos invités ont mises en place pour y parvenir. Alors moi, je suis Laetitia Cointement, je suis entrepreneur, cofondatrice de Tacapulse, dont la mission est d'accompagner à travers des formations, des ateliers, des webconférences, les personnes qui veulent s'accomplir, passer à l'action, entreprendre leur vie et contribuer à leur manière au monde. Et en parlant de contribution au monde, justement, notre invitée, elle, est animée par un appel profond de réenchanter le monde et de contribuer à une humanité plus juste et authentique dans nos relations. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Ariane Dupuis, dont j'ai fait la connaissance très récemment et avec qui en fait le contact est vraiment passé tout de suite. Ça a été vraiment fluide dès nos premiers échanges. Et donc, en discutant avec Ariane, j'ai découvert son parcours de vie atypique et inspirant et j'ai eu très envie de vous en faire profiter. Alors, pour vous en dire un petit peu plus sur Ariane, donc Ariane vit à Nice, elle est sous-officier, sapeur-pompier volontaire, pardon. Elle est aussi formée à la danse-thérapie, aux soins énergétiques et à l'hypnose pardon, ericksonienne. Elle est aussi facilitatrice en intelligence collective. Alors, elle nous en dira sans doute un petit peu plus tout à l'heure sur tout ça. En tout cas, bonjour Ariane, bienvenue et merci, un grand merci en tout cas de venir partager ton parcours et ton expérience avec nous. Merci Laetitia et vraiment c'est un honneur pour moi de contribuer, voilà dans l'espace que tu offres. Donc ouais, c'est avec grand plaisir. Ah, bah, écoute, merci beaucoup en tout cas. Donc, tu vas nous partager d'ici quelques instants ton grand switch de vie, en fait, ce qui t'a amené à te réinventer il y a à peu près 17 ans, je crois. Mais avant ça, est-ce que tu souhaites compléter un petit peu cette présentation? Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Ouais, ce que je peux rajouter, c'est, que je viens d'un milieu assez modeste de parents, agriculteurs avec un père qui était, militaire, dans un petit village, du Var. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est aussi pour poser un contexte, parce que après quand je vais expliquer le parcours, vous verrez que des fois, en fonction du milieu éducationnel dans lequel duquel on arrive, on s'enseigne certaines choses qui ont pour moi été, bloquantes, qui ont créé des croyances limitantes, et que j'ai dû aller transformer. Donc voilà, et aujourd'hui, j'habite à Nice, et je suis, voilà, j'ai un conjoint et 2 enfants. Voilà. Ok, très bien, bah, merci. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de justement de ton parcours? Parce que voilà, je sais que tu as eu un changement, on va dire, de trajectoire. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Quelle était ta vie d'avant? Le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors j'ai été, pendant, 17 ans, donc enseignante en collège et en lycée, professeure d'EPS. J'étais spécialisée en danse, donc je menais des actions auprès des élèves, pour leur faire découvrir, le volet artistique et en même temps, bah, s'approprier, leur propre corps. Donc et j'ai travaillé avec, de nombreux chorégraphes, et ensuite, suite à ça, donc sur les dernières années de ma carrière, sur les 5 dernières années, j'ai été missionnée par le rectorat de Nice sur une mission de conseillère en éducation artistique et culturelle. Et là, ma mission, c'était de créer des résidences d'artistes, de co-créer des résidences d'artistes en milieu scolaire. Et en parallèle à ça, donc ça, c'est on va dire le volet artistique et le côté, plutôt, corps, sensible. Heu, hem, En parallèle de ça, j'étais aussi, pompier volontaire. Donc voilà, c'est des mondes qui s'opposent a priori, en tout cas en termes de sensibilité, d'émotion. Et voilà, j'ai navigué avec ces 2 parcours, en parallèle. Et pendant 17 ans, j'avais vraiment l'impression d'être, dans 2 espaces, séparés. Quand j'étais, pompier, c'était vraiment dans le côté, yang, donc le côté, action, cadre, détermination, pas d'émotion, mon corps au service de la performance.
En plus, en tant que femme, je suis rentrée, j'avais 17 ans, donc c'était, dans les années, enfin, c'était dans 1997, donc il y avait peu de femmes, en caserne à ce moment-là. Donc voilà, devoir faire ses preuves, dans un milieu d'hommes, donc j'ai grandi avec ça, avec une famille aussi où ma mère et ma sœur sont aussi pompiers, voilà, donc il y avait, cette culture de la femme forte. Et en parallèle de ça, voilà, en parallèle, j'avais aussi, ce côté, que j'avais développé, hem, plutôt, artistique, plutôt sensible, la corde sensible. Et donc ça, c'était ma vie c'était ma vie d'avant. C'était, ouais, c'était ma vie d'avant. Ce qui s'est passé dans ma vie, c'est qu'en 2016, alors enfin, il y a eu plusieurs événements, mais on va dire que le gros déclencheur, la grosse prise de conscience, c'est en 2016. Il y a eu, les attentats de Nice. Mmh. Et donc à ce moment-là, moi, j'étais, ni de garde, voilà, j'étais pas ni en mode pompier, j'étais en mode maman. Hem et en fait, ma fille, c'est dommage collatéral. Enfin, je vais essayer de raccourcir l'histoire, mais bref, je me suis retrouvée, avec ma fille à l'hôpital, Lenval, qui était, sur la promenade des Anglais, parce qu'elle s'était déboîté la mâchoire. Et donc, en fait, j'ai vécu, toute les attentats de l'intérieur de l'hôpital. Hem et j'ai fait un choc post-traumatique, en fait. Alors à la fois, j'ai eu un grand sentiment d'impuissance, bah, parce qu'à ce moment-là, il fallait que je me sorte de là avec ma fille, hein, donc c'était chaotique. C'est l'hôpital où il y a eu l'arrivée massive des enfants. Donc voilà, je vais pas vous refaire le tableau, mais donc sentiment de chaos et de scène de guerre. Hem et en fait, suite à ça, quand je suis rentrée, chez moi, que mon conjoint m'a récupérée, j'ai mon corps, en fait, qui a lâché. C'est-à-dire qu'en fait, le lendemain, j'ai pas réussi à sortir de chez moi. J'ai voulu, sortir, et voilà, mon corps, en fait, me répondait plus. Et alors quand on est, à la fois, prof d'EPS, de Mmh. danse et pompier, à ce C'est compliqué. moment-là, il se passe quelque chose parce que je me dis: «Bon, allez Ariane, ça va, on se remet voilà dans le cadre, tout va bien, c'est fini, c'est OK». Et en fait, j'ai compris, à ce moment-là que, bah, que mon corps, il avait sa propre autonomie vraiment, et que, même si dans ma vie, j'avais toujours été, hem, plutôt dans le contrôle voilà, et tout était plutôt fluide, hein, j'ai eu une vie plutôt fluide. Là, je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je fais de ça?» Hem, comment je me réapproprie, en fait? Comment je me rééduque, en lien avec cette peur, avec ces peurs, cette que qui étaient là. Et donc je me suis dit: «Bon, bah, faut que je fasse une psychothérapie, voilà, que j'aille vers de la résilience, que je travaille sur moi». Et puis je me suis tournée vers la thérapie, vers le développement personnel. Donc j'ai appris, à identifier mes émotions. Enfin, à partir de là, en fait, ça a été, le grand switch, parce que je me suis, lancée dans le grand bain aller découvrir, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? C'est quoi mes fonctionnements? Qui je suis, Ariane Dupuis? C'est quoi des émotions? Hem et je suis allée, dans cette quête de sens, à la fois pour me redécouvrir moi et pour me réapproprier, moi, mon être, mon corps, mes pensées, me restructurer, et aussi pour, partir en quête de sens de l'humain. Parce que, à ce moment-là, j'ai eu plus qu'une seule envie, c'est de partir loin avec ma famille, mes enfants, mon conjoint, et je voulais plus être en relation avec le monde. Je me suis dit: «C'est quoi ce monde dans lequel je vais élever mes enfants?» Presque à culpabiliser d'avoir fait des enfants, pour qu'on puisse rencontrer de la barbarie comme ça au coin de la route, un 14 juillet, en voilà, en plein dans Nice avec des familles. Et ça a été, hem, ouais, tellement insupportable, en fait. Je me suis dit: «Mais à quoi bon, en fait? À quoi bon, vivre cette vie avec des enfants dans un monde qui a pas de sens, dans lequel ils peuvent rencontrer ça à chaque coin de rue?» Et donc je suis partie en quête de l'humain. Et il a fallu que je me reconstruise, moi, qu'on reconstruise, ce cocon familial, aussi avec ces blessures-là, et qu'on retrouve, ensemble, et que je retrouve moi aussi en tant que maman,
qu'est-ce qui allait me faire ouvrir mon regard sur la beauté du monde à nouveau, retrouver la sensibilité, retrouver l'humanité, l'amour voilà, pour revivre en fait, pour re-aimer le vivant et refaire l'expérience de cette vie avec beaucoup de plaisir. Mmh. Donc du coup, effectivement, oui, c'est un sacré choc, une sacrée aussi, ouais, je pense qu'effectivement, ça demande à réapprendre beaucoup de choses aussi, sur soi, sur, comment on fonctionne, sur ce qui se passe en nous et du coup, toi, donc tu as travaillé sur toi par le biais de la psychothérapie, tu as travaillé sur toi, à travers la connaissance des émotions, l'intelligence émotionnelle et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as qui a pu t'aider à ce moment-là? Est-ce que tu as, quel a été en fait ensuite ton parcours? Est-ce que parce que tu parles de changement de vie, est-ce que tu as aussi changé de vie? Enfin, je te pose beaucoup de questions en une, donc je vais déjà arrêter là. On y reviendra après. Alors oui, en fait, ce qui m'a vraiment beaucoup aidée, c'est l'art-thérapie. D'accord. Parce qu'en fait, j'ai découvert qu'à travers à travers le geste créateur, on pouvait à la fois nettoyer, libérer des émotions et en même temps se réapproprier par le biais de la créativité, heu, un autre point de vue, des nouvelles clés de lecture, sur le monde et remettre de la beauté, en fait, là où on pensait qu'il y en avait pas. Donc j'ai appris, qu'en fait l'art, ça pouvait aussi servir à se réparer, heu qui était en fait une évidence, hein, puisque j'avais baigné dans l'art, mais j'avais jamais fait ce rapprochement, sur, le fait que l'art était, réparateur à ce point-là et thérapeutique à ce point-là. Et en fait, c'était, intéressant, parce que, donc je me suis formée à l'art-thérapie, je me suis, puis ça m'a amenée en fait dans un chemin de résilience où j'ai posé comme intention dans cette formation, que la vie, elle me voilà, que je fasse les bonnes rencontres pour, pour m'ouvrir en fait et que ça devienne fluide, ce chemin de résilience. Et donc j'ai appris à poser des intentions, j'ai appris à travailler, avec l'énergie. Donc je suis rentrée dans un monde, qui était complètement inconnu pour moi. Hem, alors pas si inconnu que ça parce que mon grand-père était magnétiseur, mais moi je faisais un refus un peu, catégorique D'accord. de ce truc-là. Ouais. Il y avait quand même Heu, des choses dans la famille, en tout cas. Il y avait déjà, ouais, mais pour quand moi même c'était, reçu, j'en rigolais en fait, la j'en peau. rigolais quand il en parlait, j'étais pas, ouais, j'étais pas, Sceptique. j'étais un peu sceptique, voilà, et en fait, je me suis, réapproprié aussi cette culture du de il existe autre chose que ce qu'on voit. Je me suis ralliée aussi à mes ressentis, donc je suis passée du corps sensé au corps sensible, c'est-à-dire j'ai lâché le corps, performance pour aller vers, l'intuition. Donc je me suis ouverte aussi à tout ça, à ce champ-là. Hem Et en fait, petit à petit, ça m'a fait rencontrer les bonnes personnes sur le chemin. Vraiment, mais alors ça a été vraiment fluide. Donc de l'art-thérapie, ça m'a amené aux soins énergétiques, ça m'a amené à l'intelligence collective et c'était exactement le bon chemin pour qu'à la fois je puisse me rallier à moi, à cette force de vie qui était là, en fait, à cette force vitale qui demandait plus qu'à s'exprimer, hem et comment, en fait, dans le collectif, je pouvais trouver des espaces avec des collectifs, où la quête, c'était de ces collectifs, c'était de ramener l'humanité, une humanité plus juste, de l'amour, de l'humanité, de la beauté chez l'humain et voilà et en fait, c'est parti de là et en fait, à un moment donné, donc ça c'était en 2016, hein. En 2017, je me suis mise enfin, en 2016, après les attentats, je me suis mise à mi-temps parce que j'avais besoin justement moi aussi de me réparer, en tout cas d'aller mieux et 2018, dans ce mi-temps-là, je me suis dit: «Dans ce mi-temps que j'ai là, cet espace, de vide et de vacuité, il faut que j'en fasse quelque chose» et j'ai eu ce qu'on appelle en intelligence collective, voilà, l'appel profond, c'est-à-dire l'élan de contribution où je me suis dit: «Il faut que, à travers tout ce que je suis en train de vivre dans mon chemin de résilience, que je puisse, témoigner de ça, le transmettre, le partager
Alors, je ne sais pas encore comment je vais faire, je ne sais pas, voilà, je sais pas par quel biais, je ne sais pas comment ça va s'organiser, mais j'ai eu envie d'aller témoigner de ça et notamment auprès des adultes, puisque je travaillais moi avec des enfants, mais j'ai eu envie d'aller, comprendre, et amener ça dans le monde des adultes, hem, parce que c'est pas des enfants qui ont fait ça, c'est des adultes et donc je me suis dit: «En fait, les c'est les adultes d'aujourd'hui qu'il faut aller toucher pour qu'on accompagne les enfants de demain à éviter de reproduire ce que nous, on n'a pas réussi à faire». Hem Donc j'ai commencé à tester, voilà, avec des copines de formation. On a commencé à monter des ateliers, à expérimenter, hem, alors, bah, ça n'a pas marché tout de suite, hein, là, je suis passée, après dans ce switch de: «OK, alors je décide à un moment donné que, j'offre une contribution au monde, mais comment ça se passe?» Voilà, comment ça se passe? Et là, je suis passée à la deuxième étape du switch, c'est-à-dire une fois que j'ai, compris qu'il fallait que j'aille dans ce chemin de résilience, de travail sur moi, c'est OK, maintenant comment j'offre ma contribution? Alors là, j'ai trouvé des super outils, comme, des processus, hein, comme l'ikigai, le rêve du dragon, sur de la méthode de gestion de projet, sur, comment trouver, sa mission de vie ou ses missions de vie et les mettre en œuvre. Et puis, je suis passée aussi par plein de peurs, alors notamment, la peur de l'insécurité financière, parce que quand on est après dans cette décision de: «OK, là, je sens que c'est bon pour moi de faire une reconversion et de changer de vie», bah, voilà, comment je fais? Alors concrètement, en plus, en étant dans la fonction publique, j'ai pas été aidée du tout, hein, clairement, j'ai pas peur de le dire, hein, par le rectorat, et voilà, c'est pas des milieux qui accompagnent, en tout cas pas le rectorat de là où je suis et donc je me suis dit: «Tant pis, j'y vais quand même» et je me suis dit: «Je vais pas partir contre un système, mais je vais partir pour moi». Donc ça a aussi été une clé parce que entre le «je suis à mi-temps» et le «je lâche complètement» Mmh. pour me lancer dans le grand bain et faire le saut, hem, j'avais ce truc-là qui me retenait, et je me suis dit: «Bon, faut si je pars, contre quelque chose, je vais toujours trouver des prétextes, des bonnes, voilà et hem et des justifications au fait que je suis pas la bonne personne, que je suis pas légitime, que je vais pas, avoir d'argent, ou en tout cas pas tout de suite et je vais avoir trop de choses qui me retiennent» et en même temps, j'étais tellement poussée de l'intérieur par cet élan de contribuer, hem que je me suis dit: «OK, dans ce chemin-là que je suis en train de faire, heu, c'est tellement, puissant d'aller se reconnecter à son corps et de ressentir qu'il y a quelque chose qui est là, qui bout à l'intérieur et que si on n'en fait rien, Heu, bah, en fait, on prive le monde, hein. Je dis pas ça avec prétention, mais c'était un peu ça que je ressentais, c'est je vais priver en tout cas le monde de ce que j'ai à partager et pour moi, ça avait tellement de valeur dans mon chemin de résilience que j'avais à partager, même si c'était un petit groupe de personnes ou même si que il faut que je le fasse. Je sentais qu'il fallait que je le fasse Mmh. et donc je me suis laissée guider en fait par ce truc-là. Hem, j'ai lâché la peur de l'insécurité financière. Donc j'ai d'abord fait ce mi-temps et puis après j'ai lâché et c'était intéressant parce que, je me suis aperçue qu'en fait, en voulant garder des espaces de contrôle, donc ce mi-temps-là qui me permettait d'avoir encore une sécurité financière, quand je l'ai lâché, j'ai compris qu'en fait, ça permettait d'ouvrir un espace et que sans ouvrir cet espace-là, beh, il pouvait rien se passer puisque je ne pouvais pas laisser l'opportunité aux choses d'arriver, enfin voilà, aux rencontres, voilà, aux opportunités, aux demandes, parce qu'en fait, je bloquais un espace, qui avait plus lieu d'être et hem et ça, c'est vraiment quelque chose que, ouais, que j'ai envie de partager, en tout cas, s'il y a des personnes qui écoutent et qui se posent la question de comment je vais faire pour faire la bascule entre, de la sécurité et de l'insécurité, heu, de s'offrir l'opportunité de faire de vivre ça, parce qu'en fait, une fois qu'on met le pied dedans, on se dit: «Mais en fait, il y a pas d'insécurité». Il y a la peur, elle est dans la tête, en fait. La peur, elle est pas concrète, elle est pas matérielle, quoi. C'est juste, une croyance que j'ai ou quelque chose que je me suis enseignée de ce que j'ai pu observer et dans l'entourage et dans les personnes autour de moi, il y avait des personnes qui,
qui m'ont dit, «Mais tu vas pas faire ça, enfin» et puis la fonction publique, la retraite, le machin, voilà, toutes les idées, et là, je me suis dit: «Mais ce sont pas mes peurs, en fait, Ce à sont les leurs. moi, Mmh. ce sont les peurs des autres». Donc comment je reprends aussi ma propre responsabilité et mon engagement envers moi-même de faire, ce pourquoi je pense être faite, et on y va. Et puis là, il y a tout qui il y a des choses qui s'ouvrent, voilà. Il y a les bonnes rencontres, il y a des espaces qui s'ouvrent avec des collaborations, et puis il y a des choses qui naissent, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas, et l'idée, je me suis dit, «Je lâche les enjeux et je fais l'expérience. Je Mmh. fais l'expérience de moi dans cet élan que j'ai». Et déjà ça, de me dire que je fais l'expérience, je me suis pas dit, «Je veux obtenir ça». Je me suis dit: «Je fais l'expérience de ça» et c'est en faisant l'expérience, qu'il y a des choses qui vont se construire et je fais confiance au processus. Mmh. Ça Ouais. aussi, ouais, ça a vraiment été une clé, ouais, de faire Ouais. confiance au Ouais, processus. lâcher prise, faire confiance, effectivement, tu as parlé de beaucoup de choses et je vais te demander si tu peux juste expliquer, 2-3 petites choses. Alors, on parle beaucoup d'intention et c'est la différence entre se fixer des objectifs et avoir une intention. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Parce que je trouve que c'est important cette notion d'intention. Ouais, alors, en tout cas, la manière dont moi je le vis encore, hein, la alors j'ai envie de l'illustrer par une citation qui m'a beaucoup accompagnée de Frédéric Lenoir, qui dit, «Ce qui compte, ce n'est pas le nom du sommet que l'on gravit, mais l'amour et la conscience que l'on met dans la marche». Cette phrase, elle m'a beaucoup accompagnée parce qu'à chaque fois que je me posais des objectifs et donc avec un résultat à atteindre, pour moi, je sortais, enfin, je, je mettais un entonnoir. L'image qui me venait, c'est de mettre un entonnoir et je me mettais la pression Mmh. et du stress de il faut que j'arrive là. En fait, ce que je me suis aperçue, c'est en lâchant les objectifs et en posant une intention, j'ouvrais le champ des possibles. C'est-à-dire Mmh. que poser une intention, c'est voilà, j'aimerais bien faire l'expérience de ça pour contribuer à ça. Et je ne sais pas comment ça va arriver et je ne sais pas ce qui va se passer. Et je me suis aperçue qu'en fait, ce qui arrivait, c'était des fois, mais alors très surprenant par rapport à une demande ou une opportunité qui arrivait de manière complètement ouais, surprenante. Hem et que l'intention, en fait, elle était, donc à la fois, elle ouvrait cet espace des possibles et ce champ des possibles et du coup, ça agrandissait bien plus que juste un point à atteindre Mmh. parce qu'en fait, ça permettait d'explorer tout, y compris ce point-là aussi. Mmh. Donc je me connectais à quelque chose de beaucoup plus grand. Et en même temps, le fait de poser une intention, ça me permettait de travailler avec l'énergie et avec l'intuition. C'est-à-dire que je me suis connectée de plus en plus, sur le fait de ressentir quand est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe, où je sens qu'il y a un élan à l'intérieur, ou que c'est le bon espace pour aller là, ou cette personne-là, bah, tiens, je sens qu'il y a quelque chose avec cette personne-là qui pourrait se passer parce que ça match. Et du coup, j'ai fait de plus en plus confiance aussi à à mon intuition, à mon ressenti. Donc intention, intuition, pour moi, c'est intimement Oui. lié. Oui, oui, Mmh. c'est justement, je voulais t'en parler aussi de l'intuition et je voulais savoir si tu avais, si tu l'as travaillé justement toi-même en te disant, voilà, j'essaie de me faire confiance, je regarde ce qui se passe dans le corps, comment ça me fait à l'intérieur, ou est-ce que tu as utilisé des techniques pour développer ton intuition, ou comment tu as développé ça? Parce que des fois, on l'a tous en nous, mais juste, enfin, moi je parle pour mon cas, je m'en étais coupée à un moment donné. Et simplement, quand tu te refais confiance et quand tu retravailles ça, et bien d'un seul coup, effectivement, tu sais que, bah, quand tu prends une décision par rapport à l'intuition, bah, souvent elle est juste et souvent ça ouvre sur des choses super, super positives, quoi. Alors que toi, qu'est-ce que tu as fait à ton Ouais. niveau? Qu'est-ce que tu Alors, à mon niveau, déjà, je me suis formée à des outils, très précieux, notamment le scan thérapeutique. oui? Ah bah, Heu, peut-être, est-ce que tu peux en dire 2 mots? Parce que tout le monde de alors le scan thérapeutique, ouais, le scan thérapeutique, c'est, une technique pour apprendre à lire l'énergie.
du champ informationnel, hein. On est tous autour de nous, il y a un champ informationnel. Quand tu vas dans une soirée et que tu prends le temps de te poser et de ressentir, bah, tu vois l'ambiance de la soirée, tu ressens l'ambiance de la soirée. Ça, Ressens c'est du scan. les gens aussi, ouais, ouais. Voilà, ça c'est du scan. Quand tu rencontres quelqu'un, voilà, on a toujours une espèce de premier ressenti comme ça de ah tiens, cette personne-là, voilà. Et donc ça, c'est du scan. Donc après, le scan thérapeutique, on va plus loin dans la lecture des énergies du corps, des organes, du champ informationnel, etc. Et on apprend bah, aussi à s'auto-scanner. Donc, c'est-à-dire comment je vais écouter ce qui est de l'ordre de l'injonction du mental. Mmh. Donc des peurs, des croyances limitantes, de l'ego, du drama, c'est-à-dire, voilà les émotions qui viennent, prendre, toute la place, et qui deviennent et qui se mettent en surjeu, pour aller, respirer, donc il y a des techniques de respiration aussi. La respiration, ça aide beaucoup dans le scan thérapeutique, ça commence par là, hein. Respirer dans son bassin, redescendre le niveau d'énergie. Pour aller se faire confiance sur qu'est-ce que je suis en train de ressentir là maintenant. Et donc il y a le scan thérapeutique, il y a aussi, tout le travail, en danse-thérapie, je me suis formée aussi au Reiki, donc Mmh. tout le travail sur la lecture, le ressenti au niveau des chakras. Donc les chakras, hein, qui sont juste des centres énergétiques qu'on a dans le corps, dans lequel, circule l'énergie à l'intérieur du corps. Et chaque émotion se manifeste par, un mouvement d'énergie dans le corps. Donc, en fait, c'est comment juste on apprend à ressentir nos énergies, dans le corps comme une petite balle qui passe. Où est-ce que ça bloque? Hem et donc à ressentir, quand il y a une intuition, qui est là, est-ce que ça bloque quelque part? Est-ce que ça cristallise? Est-ce qu'il y a un endroit où: «Ah ben là, ouais, je sens que ça vient tirer au niveau, du ventre», donc qu'est-ce que ça vient de dire par rapport à cette intuition? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce que c'est le mental qui vient remettre de la protection, par peur parce que c'est son boulot, hein, à l'ego et de venir nous remettre en protection, pour nous protéger, donc C'est là hem où c'est pas facile justement, des fois de faire justement le ouais. tri entre qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui vient de la tête, parce que c'est vrai que des fois ça porte à confusion, quand tu cherches à analyser les choses, je trouve que des fois c'est pas toujours évident, surtout au début. Ouais. Ouais, et en même temps, de revenir déjà au silence, et à l'espace de paix, et d'écouter ce dialogue intérieur, c'est-à-dire d'accueillir sans se juger. J'ai appris à ne plus me juger. Alors c'est intéressant parce que souvent plus dans les processus d'intelligence collective, on parle de non-jugement, et c'est quelque chose qu'au début, je me disais: «Mais comment ça, un non-jugement? Enfin, on juge tout le temps, en permanence, tout le temps», et en même temps, c'est OK je juge, mais je ne vais pas prendre de décision par rapport à un jugement, ou en tout cas ce jugement, une fois que je l'ai, je n'ai pas d'avis sur ça. Donc voilà, j'accueille ce qui est là en présence à l'intérieur de moi, mon ego, mon mental, mon drama, et mes peurs, et en même temps, je les laisse couler, je les laisse me traverser, je ne suis pas mes émotions, Mmh. hem et comment je vais me connecter donc à mon bassin, à mon chakra racine, à cet espace de paix, hein, ce que mon formateur appelle, le socle du créateur. Et en fait, à partir de cet endroit-là, quand on retrouve cet espace de silence à l'intérieur de soi, quand le niveau baisse, comment à partir de là, on laisse émerger, on laisse, des choses, fleurir, et tout ça en étant aussi dans une ouverture de cœur. C'est-à-dire j'augmente mes niveaux d'autorisation Mmh. dans le champ des possibles. Voilà, c'est OK pour moi d'être dans la réussite, c'est OK pour moi d'être, dans la contribution, hem et dès qu'il y a une injonction du mental qui revient dire: «Ouais, mais non, mais t'es pas capable et t'es pas légitime et pour qui tu te prends et ça va pas marcher et de toute façon», et voilà, donc se poser pour, accueillir ça, se laisser traverser et ouvrir cet espace, du cœur tout en étant relié à son énergie vitale, pour qu'à partir de là, on puisse être, alors il y a des gens qui visualisent plutôt, hein, ce que je veux vraiment, la visualisation aussi, ça marche très bien, Mmh. hem, mais sans, encore une fois, sans poser de résultat à atteindre, mais plutôt donc quelle expérience je veux faire. Et l'importance du corps pour moi, c'est, dans le qu'est-ce que je veux vivre vraiment.
c'est dans quel état je me sens en fait. Comment on se réapproprie notre état de corps. Mmh. C'est-à-dire, on a tous une mémoire corporelle d'un sentiment de bien-être, d'un sentiment de plénitude, de joie, où on s'est senti à la bonne place, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et ça, c'est là, puisqu'on l'a déjà vécu, il y a rien à réinventer. Donc, c'est juste décider, reprendre la responsabilité sur soi de réactiver ça à l'intérieur pour ressentir, la justesse de ce que j'ai envie de vivre vraiment. Mmh. Et de là, faire confiance à son intuition pour qu'elle, voilà, pour qu'elle nous guide. Donc poser, des intentions dans l'énergie pour, voilà, matérialiser, manifester, des opportunités. Et Mmh. ça, bah, c'est un travail de tous les jours après. C'est ça. Voilà, c'est un travail de tous les jours et en même temps, j'ai découvert aussi, sur le chemin de la spiritualité avec, dans tous les ateliers que je fais, qu'il y a pas besoin d'être connecté avec des bougies sur un tapis, pendant une demi heure pour se connecter à son intuition et être dans un acte spirituel. Et ça m'a aussi énormément décomplexée de me dire qu'en fait, je peux me connecter à ça, bah, quand je suis, dans le bus, dans le tram, en voiture, avec mes enfants, enfin, en train de faire la vaisselle. Et ça amène aussi, enfin ça amène à déculpabiliser sur le fait de pas avoir le temps pour le faire, de pas être assez connecté. Enfin, après, on peut s'imaginer tout un tas de trucs, ça peut être des choses très simples à faire à partir du moment où, bah, c'est de la rigueur, hein, comme un entraînement, pour développer un geste et une qualité physique, voilà, le reproduire et s'entraîner à retrouver cet état-là. C'est un peu comme ça me fait penser à la méditation, en fait, où tu es pas obligé de Ouais. t'installer dans un endroit calme voilà, sur ton coussin de méditation et cetera et dire: «Voilà, ça y est, maintenant je médite». Ça peut se faire n'importe quel moment, quand tu es en train de manger, quand tu es en train de vivre Ouais, des moments qui sont importants ou des choses comme ça dans le quotidien où simplement tu es, à un moment donné, complètement, présent, présente à ce que tu vis et que tu es attentif à tout ça, que tu fais appel à, voilà, à tous tes sens et je trouve que ça aussi, ça permet aussi de, comme tu dis, de déculpabiliser, de ne pas avoir le temps des fois de faire régulièrement ta méditation, chaque jour ouais. donc voilà, c'est important aussi. Le principal, c'est de faire et un petit pas à la fois encore une fois, mais c'est de Mmh. pratiquer au quotidien. Non, bah, merci pour ces Ouais, explications. de pas se juger, ouais, de pas Oui, se juger et puis après de poser des avec actions, plaisir. et avec plaisir quoi, de poser Mmh. des actions où on se fait plaisir à faire. Mmh, 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 mmh. Et ça a été chouette aussi de découvrir ça, de ouais, faire, un atelier puis des fois, juste un exemple, mais les premiers ateliers que j'ai fait avec une copine, avec qui on était en formation d'art-thérapie, on avait 2 personnes, bah, c'était des copines à nous qui venaient, donc bon, bah, voilà, on testait et puis un jour, il y a une copine qui a ramené une copine et puis, voilà, la première fois où on a gagné, de l'argent, on a gagné, 50 € à 2 et on s'est dit: «Bon, bah, génial, on va se faire un resto, on va célébrer ça» et en fait, voilà, de célébrer aussi Oui, toutes oui. les petites, voilà, prendre le temps vraiment de célébrer les petites actions, les petites choses, où on a osé, Oui, et oui. où on s'est Et senti dans notre contribution, ouais. Et c'est marrant parce qu'on pourrait se dire: «C'est simple», mais en fait, on le fait pas et c'est comme si ouais, alors tout à l'heure, tu parlais de «s'autoriser à» et des fois, je me demande si c'est pas lié à ça aussi, puis on n'a pas été habitué comme ça à dire: «Youhou, j'ai fait quelque chose de bien, je suis fier». On n'a pas été habitué finalement à tout ça, à célébrer tout ce qui va bien. On est des fois un peu trop focus sur finalement là où ça va pas, là où il y a des choses qui vont moins bien et pas assez focus sur tout ce qui va bien, quoi et je trouve que ça se réapprend aussi et c'est hyper important, tu as raison de le souligner, ouais. Mmh mh. Ouais, ouais, ça fait partie de la méthode, le rêve du dragon, modélisée par Oui, John Croft. je voulais t'en parler Voilà, parce que tu en as parlé, je ne connais pas et je me suis dit: «Faut ouais, vraiment que ouais. je te pose la question». Alors, qu'est-ce que le rêve du dragon? Alors le rêve du dragon, c'est un modèle de gestion de projet, donc qui a été modélisé par John Croft, qui a été inspiré de la sagesse aborigène. Et donc il y a 4 phases, donc ça reprend aussi un peu l'idée de la roue de Deming, et cetera. D'accord. Et il y a les 4 phases, donc c'est la célébration, la phase du rêve, la phase de planification, et la phase de l'action. Et la spécificité du rêve du dragon, c'est que donc déjà chaque projet doit passer par ces 4 phases. S'il y a pas de célébration, bah, le projet, voilà, si c'est pas fun, c'est pas durable. Il y a une phase de rêve où, bah, l'idée, c'est d'aller d'abord, ouvrir le champ des possibles et rêver très, très grand, pour ensuite passer à la phase de planification. Donc, voilà, comment on fait les deuils des choses qu'on ne pourra pas faire et pour ensuite aller, passer à l'action, mettre en œuvre des choses et
une fois qu'on est passé à l'action, on recélèbre. Et pourquoi les dragons? Parce que les dragons, c'est c'est tout à la fois tous les empêchements qu'on va retrouver sur le chemin, donc les injonctions du mental, de l'ego, du drama, les dragons collectifs, puisque si on monte un projet en collectif aussi, à partir du moment où on est deux, il y a un dragon collectif. Et c'est comment aussi on va s'autoriser à ouvrir des espaces d'écoute et d'accueil de ces dragons-là, pour être dans quelque chose de l'ordre de la communication authentique et qui va nous faire grandir en conscience sur la viabilité du projet et sur c'est quoi l'intention positive de notre projet, quel risque on est prêt à prendre ensemble pour faire ce projet. Sachant que dans le rêve du dragon, le projet il doit être connecté enfin, il doit être à la fois bon pour soi, pour le groupe dans lequel le projet enfin, que le projet va nourrir, mais en même temps pour la planète et l'environnement. Donc il y a aussi cette dimension voilà, de considérer, qu'un projet, il va résonner, en fait, à un Mmh. moment donné. D'accord. Et c'est le même concept dans l'ikigai, parce que l'ikigai aussi, c'est un super outil puissant qui m'a énormément aidée, où à un moment donné, dans un des cercles, il y a ce dont le monde a besoin. Donc c'est-à-dire dans l'idée de mission de vie ou de mission d'âme, c'est comment aussi c'est quoi ma contribution en fait que j'amène, au service de plus grand que moi l'élan, comment mon élan profond, je le connecte à ça et c'est ça qui va aussi, me motiver chaque journée de savoir pourquoi je me lève le matin, parce que je vais contribuer à quelque chose de plus grand que moi et ça du coup, ça ouvre un espace, c'est dimensionnant, ça permet des rencontres, des collaborations, et on se sent moins seul ouais, dans ces passages de vie là où on se teste, où on expérimente, où on se loupe, où on essaye, échec, erreur, mais on célèbre. Et du coup, Oui. voilà, ça décomplexe. Ouais, super, bah, ça donne envie en tout cas d'en savoir plus, de creuser un peu ce rêve du dragon, c'est cool. Moi, merci, Ariane. Est-ce que, avant de terminer, est-ce qu'il y aurait, toi, une ressource, vraiment importante que tu aimerais partager, qui t'a vraiment aidé dans ce parcours-là? Ça peut être un livre, une pratique, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voilà, que tu aimerais, nous partager, un peu ce qui te semble incontournable? Alors, il Une y a tellement de pratique. choses que je voudrais vous partager. Alors, il y a un livre vraiment qui a été un déclencheur de ce pas sur le chemin de la résilience. C'est Au nom de tous les miens, un livre de Martin Gray, traduit par Max Gallo, qui est une histoire vraie. Voilà, d'un jeune, qui vit, la guerre et voilà, qui est, à Varsovie, enfin bref, enfin, je veux pas vous mais vraiment à lire parce que c'est un livre sur lequel j'ai énormément pleuré, mais en même temps, je me suis dit: «Si lui, il a réussi Mmh. à se sortir de ça et à toujours avoir foi en la vie, une foi profonde d'honorer le vivant, quoi Mmh. qu'il arrive, Mmh. heu bah, enfin, ouais, pourquoi moi j'y arriverais pas?» Mmh. Avec le peu de ce que j'ai vécu par rapport à lui en termes de, voilà, de trauma ou donc c'est un livre qui m'a énormément inspirée, ouais. Au nom de tous les miens de Martin Gray et puis après voilà, il y a, s'ouvrir à ce monde-là de l'énergie, de l'invisible et de tout ce qu'on ne voit pas et qui existe autour de nous et qui peut nous amener énormément d'informations, sur la voie et sur le chemin, ouais. Après D'accord. avec voilà, des outils, il en existe et des techniques, il en existe, Mmh. des tonnes. Après à chacun d'aller voir là où ça le conduit, mais voilà, la spiritualité, l'énergie et ce livre-là, puis après des rencontres inspirantes, j'en ai fait tellement, Mmh. heu, voilà. Il y a ça qui me vient en tout cas. Oui, mais en tout cas, déjà, l'essentiel, se reconnecter à soi, se reconnecter, Ouais. aux autres et se reconnecter aussi à toute cette part invisible finalement, Ouais, on s'est pas mal coupé de tout au ça corps. et Ouais, reconnexion au corps, mmh, à son intériorité, au silence, à la respiration, au mouvement de l'énergie qui circule à l'intérieur de soi et à la croyance profonde que l'humain a un potentiel de lumière infinie mmh, et que, il suffit, ouais, enfin, en tout cas, faut se redonner la responsabilité à chacun d'ouvrir notre regard sur la beauté du monde, quoi qu'il arrive. Voilà, quoi qu'il arrive.
Non, super. Bah, un immense merci, Ariane, pour À ce toi. super moment, ce bel échange, tout ce que tu nous as partagé qui est hyper précieux. Un immense merci. Merci. Ben, en tout cas, moi, j'espère que vous qui nous écoutez, en tout cas, j'espère que ce partage a fait écho chez vous. Et n'hésitez pas à nous faire part, en tous les cas, sur les réseaux, etc., sous cette vidéo, de ce que vous en avez pensé. Ariane, d'ailleurs, je mettrai tes réseaux aussi. On peut te retrouver, bien sûr, j'imagine, voilà, sur les réseaux. Je mettrai tes liens Ouais, volontiers. Mmh. voilà, de cette vidéo. Et surtout, bah, si vous pensez que cette interview, elle peut aussi aider d'autres personnes qui sont en phase de questionnement sur leur vie, en tout cas qui traversent un peu la même phase, bah, merci à vous de la partager. Alors, Ariane, moi, je te dis à bientôt, puisqu'on va avoir bientôt enfin, moi, j'aurai le plaisir, en tout cas, de te retrouver pour un atelier pratique justement sur l'ikigai, dont on parlait tout à l'heure, qui est un super outil que j'ai aussi expérimenté et que j'ai adoré. Donc voilà, on se retrouvera très bientôt voilà, sur les réseaux, sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, comme ça vous serez au courant de tout ce qui sort. Et puis, Ariane, encore un grand merci. Et puis, du coup, je te dis à très vite. Oui, à très vite. Merci pour ta confiance et avec plaisir, voilà, si ça a pu Merci inspirer, pour ce bel avec échange. joie. Oui, c'est sûr que c'est hyper inspirant. À très vite, du coup. Au revoir à tous. Au revoir, Ariane, et merci.